Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. On parle ce soir d'abord du mauvais temps. Le mauvais temps qui est de retour sur le centre et l'est du pays. Des pluies, des averses orageuses et parfois des chutes de grêle affecteront ou sont d'ailleurs en train d'affecter les wilayas du nord du pays à partir de cette soirée de lundi jusqu'à demain, mardi matin. L'Algérie et l'Arabie Saoudite coopèrent dans le domaine de la construction. Le ministre de l'Habitat souhaite profiter de l'expérience saoudienne dans ce domaine, dans l'optique de réaliser 1 million de logements inscrits dans le plan quinquennal actuel. L'entreprise Cosider, fleuron algérien dont le BTP ambitionne d'exporter son savoir-faire, notamment en Afrique. Son PDG affiche un bilan solide malgré un recul de 18% en raison de la pandémie. Et puis on parlera également ce soir de la prise en charge des enfants autistes qui posent problème en Algérie en raison du manque d'infrastructures spécialisées. Un établissement spécialisé à Cheraga accepte des enfants qui viennent des 4 coins du pays. Un reportage à suivre tout à l'heure. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Pour commencer d'abord, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a eu ce lundi un entretien téléphonique avec Jean Castex, Premier ministre de la République française. Les deux premiers ministres ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des relations bilatérales, marquées par les échanges réguliers au plus haut niveau et une concertation permanente sur les perspectives de la coopération algéro-française dans divers domaines. Les deux parties ont réitéré à cet égard leur volonté résolue à œuvrer pour l'édification d'un partenariat d'exception prôné de part et d'autre à même de renforcer la coopération algéro-française au bénéfice des deux pays, notamment en matière d'investissement et de transfert de technologie. Les deux premiers ministres ont également abordé les préparatifs en cours de la 5e session du comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français. La session est prévue prochainement à Alger, en mettant en exergue la nécessité de faire de cette importante échéance un moment fort dans la consolidation, l'enrichissement et la diversification de la coopération entre l'Algérie et la France. La question liée également au contexte sanitaire mondial induit par la propagation de la pandémie du Covid-19 ont figuré à l'ordre du jour de l'entretien entre les deux premiers ministres. Les deux parties sont convenues également de poursuivre la concertation bilatérale sur l'ensemble des aspects de la coopération algéro-française. On revient vers le premier titre de l'actualité, le mauvais temps qui est de retour sur le centre et l'est du pays. Des pluies avec des averses orageuses sont attendues à partir de cette soirée. Il y a même également des chutes de grêle attendues aussi. Et ces chutes de grêle et de pluie affecteront des wilayas du nord du pays à partir de cette soirée de lundi, selon Météo Algérie, qui a émis un bulletin météorologique spécial et placé au niveau de vigilance orange les wilayas suivantes, donc Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdes, Blida. Le BMS reste valide jusqu'à demain 6 heures pour ces wilayas. Les quantités de pluie sont estimées entre 20 et 30 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement les 40 mm. Et puis il y a également les autres wilayas concernés aussi par ce BMS, Tizi Ouzou, Béjaïa, Djidjel, Skikda, Annaba, Ataraf, Galma et Soqahras. Le BMS reste valide pour ces wilayas jusqu'à demain 12 heures. Les quantités estimées sont un peu plus importantes, elles oscilleront entre 20 et 40 mm et qui peuvent atteindre ou dépasser localement les 50 mm selon Météo Algérie. Le mauvais temps affecte naturellement certains métiers comme ceux de la pêche. Les marins-pêcheurs exercent un métier à risque, d'où la nécessité d'être couverts en matière de sécurité sociale, qu'ils soient assurés, bien sûr. Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Sid Ahmed Faroukhi, et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Hachmi Jaboub, ont procédé ce lundi à l'installation d'une commission ministérielle mixte pour renforcer justement la sécurité sociale des personnels, des professionnels de la pêche et de la promotion des micro-entreprises activant dans ce domaine. On les écoute. La nouvelle instruction qui rentre en vigueur à partir du 1er janvier 2021, on intègre le paiement annuel
on intègre un certain nombre de nouvelles dispositions qui prennent déjà en charge les spécificités, l'activation automatique de la carte Chifa, le paiement des allocations familiales, donc tout un ensemble de dispositifs, les assiettes de paiement, parce que parfois on a une modulation par catégorie pour les assiettes de paiement pour la retraite. On peut aller jusqu'à 8 fois le SMIC maintenant même pour les marins, c'est entre 1,5 et 3. Donc, Inch'Allah, la majorité notamment des nouveaux entrants sortiront avec des retraites qui sont à 3 fois le SMIC, à 6 fois le SMIC et à 8 fois le SMIC. Nous avons remarqué que beaucoup de marins pêcheurs se plaignent de ne pas être rassurés par les propriétaires des bateaux de pêche. À présent, les marins pêcheurs devront présenter leur carte Chifa avant de sortir en mer. C'est pour cela que tous les travailleurs du secteur maritime doivent être assurés. Un mémorandum d'entente sur la coopération dans le domaine du logement a été signé ce lundi par visioconférence entre le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville et son homologue saoudien. Le document signé par le ministre du secteur Kamal Nasri et le ministre saoudien du logement Majid Ben Abdallah Ben Hamad Al-Hougail traduit les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays et renforce les canaux d'échange d'expériences administratives et techniques dans le domaine du logement. Le ministre de l'Habitat avait mis en exergue l'expérience saoudienne dans ce domaine, dans l'optique d'une réalisation d'1 million de logements inscrits dans le plan quinquennal actuel. Je vous invite à l'écouter. Nous poursuivons le parcours de la construction et celui du développement durable pour le prochain quinquennat. Nous projetons la construction de plus d'1 million de logements. L'expérience que nous avons engagée sera également la vôtre. Et nous comptons également profiter de l'expérience de l'Arabie Saoudite dans le secteur de l'habitat et qui est certainement très importante. L'Algérie s'impose avec un savoir-faire dans le domaine de la construction et dans le BTP. Le groupe public Cosider a réussi récemment à décrocher un marché pour la réalisation d'un projet dans un pays africain. Dans le cadre d'une nouvelle stratégie visant à s'ouvrir plutôt sur les marchés internationaux, le président directeur général de l'entreprise publique, Lakhtar Rakhrouch, était l'invité du forum de la radio ce matin. Il a annoncé néanmoins un recul du chiffre d'affaires de Cosider de 18% en raison de la pandémie de la Covid-19. La couverture est signée ce matin, Yamina Saïdji. En 2020, l'activité des entreprises publiques a diminué de 18 à 25%. La question de l'assainissement financier des entreprises publiques algériennes revient de façon récurrente. Le PDG du groupe public de BTP, Cosider, et président de l'Union nationale des entrepreneurs publics, a souligné la nécessité de faire la distinction entre l'effacement des dettes, l'assainissement financier et les crédits. Nous avons eu l'honneur d'être reçus récemment au même titre que l'ensemble des partenaires économiques et le patronat algérien par Monsieur le Président. Ça a été une rencontre très fructueuse et très ouverte. Ça nous a permis d'exposer notre avis sur les différents secteurs à même de créer de l'emploi et les différents problèmes que rencontre l'entreprise pour son développement. Considéré comme numéro 1 en Algérie avec un chiffre d'affaires de 209 milliards de dinars, soit 2 milliards de dollars, Cosider prévoit d'exporter son savoir-faire au-delà des frontières algériennes. Ce qui est de l'exportation, je disais qu'aujourd'hui, l'export commence à se voir sur le terrain. Nous avons beaucoup d'entreprises publiques et privées qui exportent des produits. Pour l'entreprise publique, je parlais d'un exemple de Simon, de JICA, qui a exporté plus d'1 million de tonnes en 2020. Et nous pensons qu'on va exporter encore plus en 2021.
les pouvoirs publics sont conscients de la nécessité d'accompagnement, notamment en ce qui concerne la logistique qui est très importante et ce qui constitue quand même, qui des fois dépasse 50 à 60% du coût du produit à l'export. L'exportation permettra à l'ensemble des acteurs économiques, notamment les entreprises publiques et privées, d'être plus compétitives sur le marché international. Les travaux de la 104e session du bureau exécutif de l'Union de radiodiffusion des États arabes a été tenue aujourd'hui par visioconférence avec la participation du directeur général de la télévision publique, Ahmed Ben Sabban, le directeur général de la radio algérienne, Mohamed Baghali, et le directeur général de l'entreprise de télédiffusion algérienne, Saïd Boujmadi. L'objectif de cette réunion est de booster les échanges et exploiter les programmes des membres de l'organisation. Camélia Mellal. Cette réunion se tient à la veille de la 40e session ordinaire de l'Assemblée générale, prévue ce mercredi via vidéoconférence en raison de la pandémie de la Covid-19. À cette occasion, le directeur général de l'OPTV, Ahmed Ben Sabban, a rappelé le rôle central de l'Algérie dans le renforcement et le développement des plateformes d'échange d'informations entre les membres de l'Union de la radiodiffusion des États arabes, ASBU. La télévision algérienne est un membre important et actif dans l'Union de radiodiffusion des États arabes. Et aujourd'hui, nous participons à la réunion du bureau exécutif de l'ASBU pour préparer la session ordinaire de l'Assemblée générale prévue mercredi prochain. Nous avons toujours l'habitude de nous retrouver en tant que collectif médiatique algérien, la télévision algérienne en compagnie de la radio nationale et la télédiffusion. Cette journée était également une occasion de mettre en revue le travail et le rôle de l'Union durant cette pandémie. Et je peux vous dire que la télévision était l'un des leaders dans son domaine. Vous constaterez par vous-même, nous avons diffusé bon nombre de campagnes de sensibilisation. Plus encore, nous avons pu développer notre site électronique où le nombre de vues a dépassé les 3 200 000. Nous avons un autre acquis, celui de lancer de nouvelles chaînes, à savoir El Ma'arifa, qui a contribué à l'apprentissage à distance de nos enfants. Et sous les instructions du président de la République, nous avons procédé au lancement de la chaîne Dakera le 1er novembre. Les participants à cette rencontre ont également abordé les droits de diffusion des manifestations sportives africaines. Nous négocions encore pour avoir les droits à la diffusion des événements sportifs, surtout les compétitions de nos équipes nationales. Et aujourd'hui, nous avons abordé cette question, surtout que l'organisation de la Coupe du Monde de handball est imminente. De ce fait, tous les États arabes, notamment ceux qui participeront à cet événement, ont le droit de diffuser les compétitions de leurs équipes nationales et bien sûr à des prix abordables. En ce qui concerne l'achat de droits de diffusion et surtout pour les activités sportives qui coûtent très cher, je pense que l'Union de radiodiffusion des États arabes doit doubler d'efforts en matière de coordination entre les pays qui possèdent les droits de diffusion et les pays qui veulent les acheter, surtout quand il s'agit des compétitions qui se déroulent à l'intérieur du pays. La radio algérienne a un rôle en matière d'encadrement, de proposition et de création pour l'avenir de l'Union. Concernant le centre d'échange de programmes, l'Algérie a honoré son engagement. La télédiffusion d'Algérie et ses ingénieurs suivent avec attention ce projet et malgré la pandémie du coronavirus, nous serons en mesure de le mener à bien dans les délais prévus. Les activités de l'ASBU qui se poursuivront tout au long de la semaine prochaine, en plus de la 104e réunion du Conseil exécutif et de la 40e session ordinaire de l'Assemblée générale, comprendront un dialogue professionnel sur les médias à l'heure de la pandémie Covid-19. On parle ce soir également de l'autisme. L'autisme qui est un trouble du comportement dont on parle souvent. Mais une question demeure en suspens. Existe-t-il assez de structures pour prendre en charge les jeunes enfants atteints d'autisme? Le constat primaire n'est pas très reluisant. Les parents d'enfants autistes peinent à trouver des structures spécialisées pour la prise en charge de leurs enfants. Il existe néanmoins quelques initiatives. Elles sont minimes, mais elles existent quand même, comme celle de l'établissement hospitalier spécialisé Mahfoud Boussepsi de Cheraga, qui tente à travers plusieurs projets d'accepter un maximum d'enfants venant de toute l'Algérie. Reportage Bouchra Bouali. Avec 7000 consultations par an,
l'établissement hospitalier spécialisé en soins psychologiques infanto-juvéniles Mahfoud Boussepsi est l'une des rares structures de santé à prendre en charge des enfants atteints de TSA, trouble du spectre de l'autisme. On reçoit pratiquement toute l'Algérie. Donc il y a beaucoup d'enfants et d'adolescents qui viennent de Tébessa, qui viennent de Ouargla, qui viennent un peu de partout, parce qu'il y a un manque réel de structures de prise en charge des enfants et des adolescents. C'est vrai que les consultations, la part de Lyon revient aux enfants autistes, c'est-à-dire qu'il y a, je dirais peut-être 30%, jusqu'à 40%. Un pourcentage qui ne permet pas de répondre aux attentes des parents dont les enfants souffrent d'autisme et qui sont le plus souvent confrontés à un épineux problème, celui de la pose du diagnostic qui nécessite un examen clinique approfondi. On a besoin par contre des bilans psychométriques, des bilans psychologiques, des bilans psychomotriciens, beaucoup de bilans, et ça nous manque. C'est justement pour pallier ce manque que l'EHS Mahfoud Boussepsi compte se doter d'une unité de diagnostic et d'évaluation de l'autisme. On fait des diagnostics, il n'y a aucun souci. Là, on va créer l'unité d'évaluation, donc on va encore standardiser, c'est-à-dire le diagnostic qui sera standardisé aux normes internationales. Ce qui devrait éviter le diagnostic tardif de la maladie qui entrave indubitablement sa prise en charge, déjà très compliquée par la réalité du terrain. Vous savez, un enfant autiste nécessite en moyenne 44 heures de stimulation par semaine. Il n'y a pas de centres qui peuvent offrir une prise en charge pareille. Nous-mêmes, on ne la fait pas. On peut pas, on hospitalise 2 fois par semaine et encore, c'est un hôpital du jour. C'est pourquoi ce professeur en pédopsychiatrie considère les parents comme des co-thérapeutes incontournables auxquels il faut offrir une guidance psychopédagogique. On forme les parents à c'est quoi l'autisme, comment travailler avec l'enfant. Mon projet, notre projet, mon souhait, c'est de lancer beaucoup de formations envers les parents, d'ouvrir le maximum de structures de prise en charge d'enfants autistes et de donner une chance à tous les enfants autistes. Et pour leur donner une chance, l'unité des urgences du jour pour les adolescents, la première en Algérie, viendra renforcer ce service de pédopsychiatrie. On veut que cette unité des adolescents soit complémentaire. C'est-à-dire quand on peut gérer les troubles du comportement des autistes, on peut le faire à notre niveau. Donc c'est un travail de kit, c'est un travail d'équipe qui permettra de soulager autant qu'on peut tous les enfants, autistes ou non autistes. À cet effet, le service est en plein chantier. Le but, c'est de réaménager ce service à des normes internationales. Parce que vous savez, par rapport aux enfants autistes, donc il y a une conception de chantier qui est particulière par rapport au bruit, par rapport à la résonance, Donc là, le service est conçu de telle manière à ce que la prise en charge soit optimale. Une prise en charge optimale nécessite surtout une équipe pluridisciplinaire composée de pédopsychiatres, de psychologues, de psychomotriciens, d'orthophonistes et d'éducateurs. Une équipe à laquelle une artiste peintre s'est jointe, convaincue des bienfaits de la peinture-thérapie. Pour moi, ça a été une évidence. J'ai commencé avec les enfants en service d'oncologie. Et je pense que c'est ma peinture qui m'a menée vers les autistes. Pourquoi? Parce que je suis convaincue que l'autiste, c'est le professeur qui parle mieux des autistes, mais moi, de ce que je sais, c'est que l'autiste vit dans un monde, dans son propre monde. Et que l'autiste est une richesse d'émotions fabuleuses, beaucoup plus que vous et moi. Pour moi, c'est des êtres d'exception. Voilà. Et c'est ce que ma peinture dit. J'ai la sensation que ma peinture parle de toute cette richesse émotionnelle. Traduire cette richesse émotionnelle que les enfants autistes n'arrivent pas à exprimer est le grand défi que s'est lancé cet artiste peintre en collaboration avec le chef de service de pédopsychiatrie de l'EHS Mahfoud Boussepsi de Cheraga. On parle du bilan du Covid ce soir. 225 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 191 guérisons et 5 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, le docteur Djemal Fourar. Je vous invite à écouter sa déclaration. Avec la notification de 225 nouveaux cas,
L'incidence au cours des 24 dernières heures reste toujours inférieure à 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 20 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 21 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 7 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Les décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, leur nombre est de 5 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 350 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 69 403 patients guéris, dont 191 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 28 patients hospitalisés en soins intensifs. Notre papier commentaire est consacré ce soir à l'Afrique. Pas de paix sans développement et pas de développement sans paix. C'est un principe qui fait sien le continent africain, qui regarde vers son avenir tout en luttant contre les maux qui freinent et qui vont à l'encontre de son développement. Une lecture ici sur les défis auxquels fait face le continent noir, riche à tout point de vue. Une lecture signée Naïma Chekchek ce soir. Le continent africain, le plus vieux continent et le plus jeune en même temps, tant sa jeunesse représente l'écrasante majorité, 77% de ses habitants, qui sont plus d'1,359 milliard. Ces précieuses richesses au sous-sol ont toujours attisé les convoitises étrangères et ses nombreux atouts s'en sont trouvés ainsi contrariés par une instabilité latente dictée par ces convoitises. Aujourd'hui, l'Afrique présente une image paradoxale, celle d'un continent qui regarde vers l'avenir et qui se développe, mais en le faisant dans le brouhaha de nombreuses tensions et conflits sociopolitiques. C'est ainsi que son défi majeur demeure d'œuvrer pour la stabilité économique, sociale et politique de tous ces peuples. Pas de paix sans développement et pas de développement sans paix. Était ainsi la déduction et le principe logique, chaque fois rappelé lors des sommets et autres rencontres de l'organisation continentale, l'Union africaine. Chaque jour ou presque ne passe pas sans que la violence et le terrorisme ne frappent villages, villes et régions sur le continent en y laissant meurtrissures, morts et désespoir. Ainsi au Cameroun où, il y a 3 jours, un attentat suicide a fait 15 morts dans l'extrême nord instable du pays, faisant beaucoup de victimes parmi des enfants. Ou encore au Nigeria où dans le nord-est du pays, une embuscade de l'organisation Boko Haram a fait 13 morts parmi les soldats de l'armée nigériane. Nous ne parlerons pas des conflits à aplanir absolument pour une paix définitive et durable au profit de l'Afrique. En Libye, au Sahara occidental, en Éthiopie, région du Tigré, à titre d'exemple. Le continent africain n'a pas le choix. Il doit bâtir sa paix et son développement dans l'esprit d'une intégration tous azimuts. C'est ce qu'il fait et c'est ce qu'attend le peuple africain dans sa riche multiplicité. Nous sommes à la veille de la célébration du Nouvel An Amazigh Yenayer. L'occasion pour nous ce soir de vous faire découvrir le berboucha. Alors le berboucha, c'est une variété de couscous à grains épais. Nous sommes allés à la rencontre de Yasmina qui nous fait découvrir la recette de ce plat cérémonial, mais pas seulement. Nous sommes également allés découvrir un cours en botanique dispensé également par Yasmina dans son jardin afin de cueillir quelques aromatiques indispensables pour la préparation de ce plat. Yanis Saïd Belkacem est parti à sa rencontre. Bonjour Yanis. Bonjour madame. Ça va, vous allez bien? Nous avons été conviés à Darjeddi par chef Yasmina, férue de cuisine du terroir, pour préparer ensemble un bon couscous rapide et succulent. Il y a des plantes, il y a des arbres. Mais avant, Yasmina nous fait un petit tour dans son jardin et un cours d'histoire s'impose sur la particularité de certains de ces plantes aromatiques. C'est Argania spinosa et c'est un arbre qui donne avec laquelle on fait l'huile d'argan. Et en Algérie, nous avons autant de superficie d'arganier que les Marocains. Seulement, le marketing marocain a fait que tout le monde croit que l'arganier est marocain. C'est une plante qui ne pousse qu'au Maroc. Et rien de mieux que des produits frais pour agrémenter un plat du terroir algérien pour la célébration de Yenayer, symbole phare de notre identité. Coriandre du jardin, mais surtout, on va prendre ces petits piments qui arrachent le palais, mais qui sont très bons dans notre petit couscous. Et c'est la berboucha qui est mise à l'honneur. Ça dépend des régions. À Sétif, on l'appelle berboucha mghlia. Berboucha mghlia, oui. À Mila, Constantine, c'est Naama mghlia. Et certaines régions, on l'appelle el mghli. Parce que mghli,
En fait, on va découvrir le mrelli. Une manière de perpétuer la tradition culinaire et des recettes jalousement conservées par les familles algériennes de génération en génération. Je prépare en 10 minutes. De l'huile d'olive et mes ingrédients à la maison. Vas-y, très peu, hein. Très peu, vas-y. Non, plus que ça, plus que ça. Mais quand on mettra chihma, ça... Voilà. Voilà. Pour que ça ne brûle pas. Voilà. Voilà. Que j'ai hydraté. De toute façon, même Bekri, le baboucha, c'est le plat. Donc les gens de Mila, généralement, bien ceux de Djidj, préparent souvent ce couscous pendant la période de Yanaï. Bekri, hein. Mais maintenant, ça c'est perdu. Pour que vous puissiez... Accompagné ce délicieux couscous, la chef nous propose un dessert assez spécial. Une plante aux vertus médicinales et qui rend le couscous plus digeste. Est-ce que tu vas deviner? Donc il est traité. À présent, il ne nous reste plus qu'à goûter ce couscous belboucha avec le petit lait aromatisé. Voilà notre couscous. Le metred. On y va. Il a l'air très beau. Et voilà. Il est beau. Du tout. Non. Et le plat est bon. Le couscous a absorbé juste ce qu'il lui faut comme sauce. Juste ce qu'il faut, donc... Très bon, donc c'est une super recette pour Yanaï. Pour Yanaï, rapide. Et puis c'est un couscous qu'il faut refaire vivre. Parce qu'une femme qui rentre à 19h à la maison, elle peut le faire. Ah ben, on les laisse profiter. Il y a des Belkacem qui nous a fait découvrir le berboucha, ce plat traditionnel à l'occasion de la célébration de Yenaïr. À l'occasion, je vous souhaite une excellente année. Yenaïr, à tous les Algériens et à tous les Amazirs dans le monde. Très bonne soirée. À demain.